Bonjour et bienvenue dans cet épisode de C'est quoi ce gros porc? Aujourd'hui on va parler de Sonic 1 sur Game Gear. Mais moi j'aime bien la version Game Gear, c'est la version Mega Drive que j'aime pas. Notre prochain port va être en effet la version 8 bits de Sonic 1, mais on va quand même aller faire une bonne grosse pause pipi sur la version GBA, car ici on fait des escales avec le sens du détail. Prenez votre place et profitez du prochain voyage. Nous sommes en 1991, la Mega Drive est arrivée en France en septembre 90, soit un peu moins d'un an. Sonic le Hérisson arrive sur les consoles le 23 juin, 8 ans jour pour jour avant Miel, à qui je fais un petit coucou. Wikipédia dit le 21 en Europe, 23 aux USA et 26 au Japon. What? La Super Nintendo n'arrive que un an plus tard chez nous. Le Hérisson a le champ libre pour débouler chez nous, à défaut de débouler les escaliers, comme le colonel Memeux. J'ai gagné un billet gratuit. Grâce à son avance en Occident, la Mega Drive arrivera à jouer du coude à coude avec sa concurrente. Elle aura durant sa belle vie beaucoup de jeux que j'adore, comme Ristar, Bonanza Bros, Pulseman, petit jeu de Game Freak sous-côté, Wonder Boy, Shinobi 3, les Schtroumpfs. Là on avait dit stop avec la blague. Moi j'aime beaucoup le jeu les Schtroumpfs, tellement que j'essaie de platiner le jeu sur Retro Achievement. Une fois que j'aurai réussi, j'irai rejoindre les autres dieux au Panthéon. Mais assez divagué. On va parler de Sonic maintenant. Sonic the Hedgehog est un des jeux les plus emblématiques des années 90, sûrement le jeu le plus connu de la Mega Drive, avec ses suites. Un jeu de plateforme qui prouve qu'on peut faire le level design différent de celui de Mario, du multi-couloir fun et rapide, qu'on déboule à toute vitesse en boule, des loopings à perte de vue, une frénésie que contrairement à ce que disent les gens sur internet, est recouvert de jeux géniaux, aussi bien en 2D qu'en 3D, durant toutes les époques. Oui, bien sûr il y a eu des jeux moins bien, et ça c'est pas nouveau, mais ça a toujours été entrecoupé avec des jeux super, peu importe la sortie. On va en reparler plus tard. Sonic 1 est le précurseur, celui qui a tout inventé, l'incontournable, et aussi un des rares jeux de la série que j'aime pas. Il est loin d'être mauvais, mais il y a trop d'éléments qui sont trop frustrants, et juste pas fun pour moi. Bon, après je suis pas quelqu'un avec des goûts très courants, Je n'aime ni Mario Odyssey, ni Mario Kart 8, ni Sonic Adventure 2. En revanche, j'ai eu un gros coup de cœur pour Battle Number 9. Maintenant que j'ai déclenché 2 guerres mondiales juste avec mes goûts, on va enfin pouvoir retourner au sujet de base. Sonic 1 raconte l'histoire de Sonic, qui vivait tranquillou sur l'île de South Island, et qui se fait envahir par le docteur Robotnik, qui transforme les animaux en robots, pour dominer le monde. Sonic, courant plus vite que le son, devra libérer les animaux en détruisant les robots, briser les prisons et vaincre Robotnik suite à une course-poursuite à travers toute l'île, menant notre hérisson dans de multiples zones, telles que des collines vertes, un temple abandonné dans la lave, une ville festive, un labyrinthe aquatique, l'autoroute et enfin l'usine maléfique du docteur Robotnik. La grande nouveauté de ce jeu par rapport aux autres jeux de plateforme de son époque, c'est qu'il n'y a aucun système de points de vie. À la place, il y a les anneaux, qui permettent de se protéger en cas de dégâts au coût de l'intégrité de notre portefeuille. Exactement comme le voyage d'un otaku à la Japan Expo. Comme dit précédemment, Sonic 1 est le premier jeu à ma connaissance à faire l'usage intensif du level design que j'aime appeler multi-couloir. Mais dis donc Jamy, c'est quoi le multi-couloir? Eh bien Fred, c'est très simple. C'est un type de level design qui se caractérise par un début et une arrivée, mais au lieu d'avoir une ligne droite pour y arriver, on a plein de lignes droites, toutes interconnectées. Un chemin du haut, du milieu, du bas. On peut faire plein de fois le niveau sans jamais prendre le même chemin. Sonic 1 le fait très bien, mais c'est un jeu qui est rempli de pièges, de plateformes très lentes et de pics qui empêchent d'aller vite, alors que c'est le principe du jeu. C'est à cause de ça que j'ai pas beaucoup de plaisir à le parcourir malgré le fait que ça soit un jeu culte, qui est très apprécié et que j'arrive à finir en moins d'une demi-heure. Autre point à souligner, c'est que le jeu a des collectibles, 6 Chaos Emerald, ou émeraude chaotique d'après le manuel du jeu, à avoir en allant dans les bonus stages, en ayant 50 anneaux ou plus en arrivant à la fin du niveau. Ensuite, il faut faire un challenge en boule dans un labyrinthe qui tourne sur lui-même et attraper l'émeraude, ce qui est vraiment pas une affaire simple. Surtout en prenant en compte le fait que le jeu est truffé de pics, de pièges, qu'il est très difficile de garder ses 50 anneaux jusqu'à la fin du niveau. Avoir les 6 émeraudes permet de débloquer une petite cinématique où Sonic fait pousser des fleurs. Le jeu est culte, 15 millions d'exemplaires vendus, tout ça, mais qu'en est-il de la version 8 bits? Je vous ai parlé de pause pipi, allons-y. Sonic 1 sur GBA, sorti en 2006, et développé par la Sonic Team, sorti un an après l'excellent Sonic Rush et 5 ans après le superbe Sonic Advance.
Content Warning. Vous allez voir votre vidéaste énervé. Chose qui n'arrive d'habitude jamais. Bonne chance. Bisous. Sonic Genesis sur GBA est le jeu que je considère comme le pire jeu Sonic. Si on oublie le jeu Sonic sur Gamecom. Pire que Sonic 2006, sorti la même année, car lui au moins, il essayait de faire des trucs. Il avait un chouette level design. Et jouait au fangame Project 6, c'est très bien. Pire que Sonic Boom qui, depuis ses patchs, est juste un Skylander en moins cher et juste un jeu un peu plat. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Le jeu rame toutes les 2 secondes, l'écran est trop petit, les sprites est trop gros. On ne voit pas les plateformes à plus de 2 mètres. Les collisions et la physique sont cassées. Et le boss final te tue avant d'attaquer. Voilà, j'ai fini avec cet accident industriel. On peut enfin passer sur les bons jeux maintenant. Plusieurs années plus tôt, en 1985-1987 chez nous, la Master System, seconde console Sega, après la SG-1000, la Master System est la console 8 bits de la marque. Elle s'est fait rouler dessus par la NES, sauf en Europe et en Amérique latine. Elle a une puissance comparable à la NES, à quelques exceptions près comme par exemple la plus visible, la gestion des couleurs. La NES ne pouvait afficher que 4 couleurs par sprite, dont une qui était occupée par la transparence, alors que la SMS pouvait afficher pas moins de 16 couleurs par sprite, ce qui rendait les graphismes de beaucoup de jeux vraiment magnifiques pour de la 8 bits. Son format d'image est du 256 x 192 pixels, un format bien plus rectangulaire que la NES avec ses 256 x 240 pixels. La console a eu une fin de production en 1992 aux USA et en 1996 en Europe, là où elle avait beaucoup mieux marché. La Game Gear quant à elle est sortie en 90, 91 chez nous. Il s'agit presque d'une version portable de la Master System, à une exception près, une résolution bien plus faible, 160 x 144 pixels. Ce qui était la même résolution que la Game Boy Monochrome de Nintendo. Ce qui rendait, comme pour la GBA, des jeux beaucoup plus zoomés lorsqu'on faisait des portages. Elle était tellement une Master System portable qu'on pouvait mettre des jeux SMS dessus, via un adaptateur ou en l'embranchant à une télévision. La console devait utiliser 6 piles AA pour une autonomie entre 2 heures et 5 heures maximum. Cependant, elle avait une prise secteur qui permettait d'y jouer en étant proche d'une prise, situation que j'ai personnellement vécue durant mon enfance avec la Game Gear de mon tonton. Et j'ai pu jouer à des jeux que j'ai redécouverts récemment et que je trouve incroyables, comme Mickey Land of Illusion, Cast of Illusion et surtout notre sujet du jour, Sonic 1. Une mode que j'adorais et qui a perduré jusqu'à la Switch, ce sont les jeux qui sortent sur 2 supports, avec des versions totalement différentes. Au lieu de faire un portage du même jeu en moins fluide, comme on connaît aujourd'hui avec la Switch, à l'époque on faisait des versions alternatives complètement différentes du jeu de base, ce qui donnait 2 expériences qui avaient certes une base commune, mais qui au final étaient comme jouer à 2 jeux qui n'ont strictement rien à voir. Durant l'ère Mega Drive, la console portable de Sega était la Game Gear, qui est littéralement juste une Master System portable. Si on faisait un jeu pour l'une, autant faire le portage sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on a eu des versions alternatives des 2 premiers Sonic sur la console précédant la Mega Drive. Notre cher Hérisson voyagera donc dans les zones emblématiques telles que Green Hill, Labyrinthe, Scabrain et tout le reste est inédit. Ridge Zone remplace donc Marble Zone, Jungle Zone remplace Springyard et Scabrain n'est plus le niveau final car il y a maintenant Skybase Zone. D'ailleurs, même les zones d'origine sont très différentes. Green Hill Acte 2 se passe dans les grottes de la zone. Scrapbrain Acte 2 devient une petite énigme où il faut prendre un passage précis, puis appuyer sur un bouton pour ouvrir la voie et donc éviter un cul-de-sac. Labyrinthe Zone est bien moins frustrant et le nombre de pics et de pièges sont réduits de moitié. Et surtout, les musiques de ce jeu sont incroyables, parmi mes OST 8 bits préférés. Seul Green Hill a conservé sa mélodie d'origine, mais toutes les autres sont inédites. Scrapbrain passe d'une usine angoissante, pleine de flammes, de pièges, à une musique épique, de zone finale énergique avec un couplet de tension, et les 2 OST de ce niveau sont incroyables, mais je vous conseille quand même d'écouter aussi la version 8 bits. Mais la zone qui gagne le plus de change est surtout Labyrinthe Zone, qui passe d'une musique où on dirait qu'elle se moque de nous, avec un air tout guiré. J'imagine juste un squelette qui danse sur notre tombe là. Même durant le concert des 30 ans, ils se sont pas empêchés de faire un montage sur le fait que le joueur arrête pas de se prendre des pièges toutes les 2 secondes. La version 8 bits de ce niveau est bien plus dans l'ambiance d'un temple dangereux. D'ailleurs, elle me fait un peu penser à une musique de Benoît Bros, étrangement avec cet air un petit peu infiltration. Sonic 1 8 bits est surtout éloigné philosophiquement de son homologue Mega Drive. Si je devais décrire le concept des 2 jeux, ça serait comme ça. Sur Mega Drive, le jeu te dit
Vas-y, va vite, j'ai la physique et le gameplay pour. Par contre, je vais te bloquer toutes les 2 secondes, car tu ne pourras que trottiner. Soit car tu devras attendre des plateformes, soit car j'ai mis des pics partout. Sur Game Gear. Je suis un jeu de plateforme plus lent, mais mon rythme sera constant. Et bien avec ces plateformes. Tu ne seras limité que par le seul niveau de ton skill. Et non, cette dernière remarque n'est valable sur Mega Drive que à partir de Sonic 2, pas le 1. Si vous regardez les speedruns, le but est de tricher le plus vite possible pour passer à travers un mur et passer du début à la fin directement. Sinon, les phases d'attente sont obligatoires, peu importe les routes. Malgré le fait que je joue, rejoue et re-rejoue à Sonic pour l'adrénaline et le plaisir de speedrun ces niveaux, je préfère de loin ce second jeu, car je trouve le level design bien plus plaisant et agréable que le jeu sur Mega Drive. Cependant, il existe encore plusieurs aspects du jeu que j'aimerais aborder, comme par exemple ses bonus stages. Tout comme sur la version Mega Drive, il faut récupérer 50 anneaux avant de toucher le panneau de fin. Par contre, faites attention à 2 détails. Quand on se fait toucher par un ennemi, on perd tous ses anneaux, mais impossible de les récupérer. Et si on passe de 99 à 100 rings, le compteur se remet à 0. Ces bonus stages sont des petits parcours d'obstacles chronométrés permettant de récupérer des vies et des continues, si vous arrivez à les récolter avant de finir le parcours et avant le temps indiqué. Si vous avez du mal à avancer dans le jeu, je vous conseille de les faire. Comment ça les émeraudes du chaos? Ah bah non, c'est totalement différent. Les émeraudes du chaos sont cachées dans les niveaux et c'est à vous de les récupérer. Certaines sont bêtement sur votre route, comme à Bridge Zone. D'autres sont un peu plus cachées, comme dans Jungle Zone, où il faut courir sur un rondin pour la trouver, ou dans Green Hill où il faut un petit peu plus explorer les grottes. Et les 2 dernières sont bien fourbes. À Scrap Brain Acte 2, il faut se jeter dans le vide pour trouver un téléporteur, et dans Skybase, il y a une toute petite plateforme volante cachée qui mènera à l'émeraude, et à une fin bien plus facile pour le niveau, rendant la quête du 100% un peu plus intéressante et bien moins hasardeuse. Les Special Stages de la version Mega Drive n'étant pas les préférés de grand monde, il est bien plus dur d'avoir 50 rings à la fin d'un niveau, et en plus, vous n'avez que 12 essais, et si vous les ratez, vous ratez. Les comparaisons entre les versions Mega Drive et 8 bits étant finies, maintenant c'est parti pour comparer la version Game Gear et Master System, car oh oui, il y a des choses à dire. Comme vu dans les chapitres précédents, les 2 consoles sont très similaires. Il aurait été très facile de faire un pur copier-coller entre les 2 versions, mais pour des raisons techniques et surtout arbitraires, ou que j'ai pas compris du tout, il y a plein de différences dans le level design que je vais lister sans aucune retenue. Le logo Sega n'apparaît pas au début de la version Master System et fait cracher les poumons que de la Game Gear. Green Hill, rien de très flagrant, hormis le boss qui vole bas, là où sur SMS on doit attendre qu'il attaque avant de le taper. Bridge Zone, j'ai l'impression qu'il y a globalement moins de rings en général. La vie de l'acte 2 est bien plus visible, et l'acte 3 commence par un pont qui s'effondre, et le boss ne se balade plus entre 2 cascades, mais entre 2 ponts. Il suffit juste de maintenir bas sur le pont pour infliger 4 dégâts sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Jungle Zone, dans l'acte 1, la grotte secrète de l'émeraude est bien plus facile d'accès. Il y a une plateforme qui est à son entrée, là où sur Master System il faut réussir à sauter dans le creux entre 2 gros blocs. Il y a aussi des fruits dans le décor sur Game Gear, qui sont absents sur Master System. Et à la fin, sur Master System, le niveau se termine sur un décor de forêt, là où sur Game Gear, le niveau se conclut par un décor de cascade, faisant la transition avec l'acte 2. L'acte 2 a un challenge bien différent sur Master System. Le scrolling se bloque à chaque fois qu'on atteint une plateforme, et se met à notre niveau sans jamais redescendre. Ce qui fait que la caméra nous tue si on a le malheur de poser l'orteil sur le bas de l'écran. Même s'il y avait une plateforme à 2 cm plus bas. Sur Game Gear, dû à la taille de l'écran, cette gimmick est abandonnée pour un niveau vertical plus classique. Pour l'acte 3, j'ai l'impression que le bassin où est cachée la vie rend bien plus difficile le fait de ressortir sur Game Gear. Ah, et aussi comme d'hab, on peut attaquer le boss entre ses attaques là où ce n'est pas possible sur Master System. Labyrinthe Zone. Globalement, les niveaux sont beaucoup plus simples sur Game Gear, là où sur Master System c'est moins dirigiste. Il y a davantage de chemins à prendre, mais également des cul-de-sac et des ennemis. Notamment les petites boules rouges qui balancent 4 boules de pique qui sont totalement absentes de la version Game Gear. Dans l'acte 2, l'émeraude était sur des pics, il fallait trouver une invincibilité, puis foncer dans les pics pour récupérer, ou faire des damage boost. Sur Game Gear, les pics sont au-dessus, et avant ça, une phase de plateforme a été rajoutée. Durant l'acte 3, le passage où est cachée la vie est bien plus facile d'accès, dû au plafond qui a été déplacé. Scrap Brain Zone, les niveaux sont quasi identiques, hormis un jet d'électricité dans l'acte 3. Skybase, le niveau a plus de mini-canons dans l'acte 1 sur Master System. Dans l'acte 2, il y a des canons uniquement sur Game Gear si on prend le chemin secret, et un des gros canons a été remplacé par un mini-canon laser.
Le boss final est totalement différent. Sur Master System, il s'agit d'un rayon électrique qui fait des allers-retours, alors que sur Game Gear, il s'agit de 3 lance-flammes qui fonctionnent par intermittence. Le boss sur Master System est sensiblement plus dur, mais surtout sa seconde phase. Petite astuce trouvée, lors de la première phase, l'arc électrique est allumé seulement sur les anneaux. Dans la seconde phase, il se coupe après que le bruitage se termine, et se rallume peu après. Sachant que les anneaux sont absents dans ce niveau, cette information est importante. Sur Game Gear, c'est bien plus simple, les lance-flammes sont toujours 3, 2, 1, 3, 2, 1. C'est facile à anticiper, il faut juste faire attention à la petite bouboule et c'est bon. Les bonus stages sont également totalement remaniés, pas de challenge complexe ou de vie continue cachée dans un ZDAL. La version Game Gear est bien plus simple. La plupart de ces changements s'expliquent de deux façons. La taille de l'écran, comme il y a moins de lisibilité sur Game Gear, il faut bien modifier un petit peu le level design pour s'adapter, pour que le jeu reste lisible. Et le second argument est la portabilité. Vu l'autonomie de la console, il est normal d'avoir un jeu un peu moins exigeant. Il faut souvent rester un peu plus attentif à un environnement dans les transports, alors que la concentration est souvent bien meilleure quand on a les fesses clouées dans un fauteuil. Mais du coup, à quelle version jouer? Comme nous venons de le voir, Sonic 8 bits a deux versions subtilement différentes. Une version Master System avec une vue plus large mais également un level design plus difficile, et une version Game Gear plus resserrée mais globalement moins exigeante, et moins frustrante, et des boss bien plus simples. Mais qu'en est-il de l'accessibilité? Sonic 8 bits est presque uniquement disponible en version Game Gear. Dans Sonic Gem, dans Sonic Adventure DX, dans Sonic Origin Plus, il s'agit toujours de la version Game Gear. Et contrairement aux émulateurs, il n'y a pas de mode étendu pour Game Gear, donc vous devrez avoir l'écran resserré sur le personnage. Sur émulateur, si vous jouez en mode écran étendu comme précédemment cité, vous aurez un très léger souci. Il s'agit de Bridge Zone Act 2, où les murs invisibles restent au niveau de l'écran d'origine, alors que l'écran montre bien plus loin. Il peut être facile de ne pas le remarquer et de tomber dans le vide à cause de ça. Simplement, je vous encourage à essayer ce jeu. Peut-être sur Game Gear une première fois et sur Master System une seconde fois si jamais vous l'avez trouvé trop simple. Dans tous les cas, cet opus est peut-être mon classique préféré en ce qui concerne le hérisson, bien plus que l'a été la version Mega Drive pour moi qui m'a toujours laissé perplexe. C'est avec ses musiques incroyables, son gameplay typique pour Sonic, son ambiance, ses niveaux que ce jeu mérite qu'on s'en souvienne.